Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité locale. À la une ce lundi, on reviendra bien évidemment sur la visite éclair de Nicolas Dupont-Aignan. Le président du parti Debout la France, candidat à la prochaine élection présidentielle, était dans le 101e département pour une opération séduction. Et puis l'invité de la rédaction ce soir, c'est Saïd Angossou Siaka, entraîneur de l'UCS Sada. Les Sadois, large vainqueurs samedi dernier de l'équipe Foudre 2000 de Dzoumogné, 4-1 en Supercoupe de Mayotte. On reviendra bien évidemment sur cette rencontre folle en émotion. Bienvenue dans votre JTM, voici les titres. Nicolas Dupont-Aignan est en campagne à Mayotte. Après Marine Le Pen, il est le deuxième candidat au présidentiel à se rendre au sein du 101e département de France. Sécurité, immigration, relance économique, rôle de l'État, aucune question ne lui a été épargnée, mais son discours a-t-il convaincu? Le point en ouverture de votre journal. Les choses sont loin de s'arranger du côté de l'intercommunalité du Nord. Ce matin, le maire de Koungou a convoqué un conseil pour élire le président, mais comme attendu, les maires des 3 autres communes ont décliné l'invitation. Le quorum n'a pas été atteint et les dotations de fonctionnement risquent une nouvelle fois de s'envoler. Explication. Samedi, tous les spécialistes s'attendaient à une victoire du grand favori de la finale de la Supercoupe, à savoir Foudre 2000 de Dzoumogné. Néanmoins, son adversaire, l'UCS Sada, ne l'entendait pas de cette oreille et au terme d'un match spectaculaire, l'a emporté 4-1. Reportage à la fin de cette édition. Nicolas Dupont-Aignan en visite à Mayotte. Le candidat à l'élection présidentielle est arrivé dimanche dernier dans le département. 2 jours pour tenter de convaincre la population qu'il est bien le président idéal pour la France, mais aussi et surtout pour Mayotte. Invité de la matinale de Kwesi, le fondateur du parti Debout la France s'est prêté au jeu des questions avant son départ pour la Réunion dans la soirée. Sécurité, immigration, relance économique ont été mis sur la table. Retour sur cette visite éclair avec Pierre Bellucci, Abbas Alidi et Leslie Vimenet. Le candidat de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, est arrivé à Mayotte hier matin. Durant ces 2 jours de visite, il aura pu découvrir le 101e département de France. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son premier constat est des plus sévères. Une île absolument fabuleuse, des gens bien, et un État démissionnaire, un pays qui a abandonné Mayotte. Voilà, je vous le parle franchement. Je suis écœuré. Je rentre, mais je rentre combatif. Parce que je peux vous dire qu'on va m'entendre à Paris sur Mayotte. Parce que c'est une honte de faire ça. Et j'aimerais bien... De faire quoi? De laisser le désordre. De laisser le désordre régner comme s'il n'y avait pas de respect pour Mayotte et les Mahorais. Et je n'accepte pas ça. À partir du moment où Mayotte est département français, on l'assume. Et on l'assume parce que c'est une chance pour la France. Écœuré parce que j'ai le sentiment qu'avec un peu de bon sens et un peu d'investissement de l'État, on pourrait remettre droit les choses très vite. Et je propose plusieurs solutions. Afin de redresser la situation, le candidat souhaite que l'État investisse une somme importante dans les 2 premières années de mandat. 300 millions tout de suite, en 2 ans, et on met sur la table. Et on le fait avec les élus locaux, mais on est clair. À un moment, on agit. On ne discute pas des heures, on agit. Où sont les priorités? Une retenue collinaire pour l'eau, une usine de dessalement supplémentaire, telle route à tel endroit. Je ne suis pas mahorais. À partir du moment, à ce moment-là, on envoie un préfet qui agit et on lui dit, voilà, vous vous rendez compte. Et on travaillera avec les élus. Ce n'est pas à Paris, dans un bureau, qu'on va savoir où il faut investir à Mayotte. Autre sujet phare qui préoccupe la population, la sécurité. Même si Nicolas Dupont-Aignan l'associe clairement à l'immigration clandestine. Obligatoirement, vous avez des conséquences en matière d'insécurité. C'est mécanique. C'est pas parce qu'ils sont étrangers, c'est parce qu'ils sont dans des conditions impossibles. J'apprenais d'un élu d'ici qu'il y a 3000 à 5000 mineurs isolés. Oui. Mais comment voulez-vous y arriver? Mais quelle démission de l'État? C'est insupportable de faire ça. J'ai reçu une dame hier, des femmes leaders. Quand vous pensez, elle pleurait devant moi, mais elle pleurait. Elle me disait, il y a une construction illégale au-dessus de la tombe de mes parents. Au-dessus de la tombe, enfin je vous passe les détails. Elle me dit, les toilettes sont sur la tombe de mes parents.
Mais quelle indignité! Et l'État, le préfet, qu'est-ce qu'il fait? Incapable d'expulser. Il y a les ordonnances de jugement. La justice a frappé. Mais est-ce qu'on est en République? Non, on n'est plus en République. Et c'est une forme de mépris pour les Mahorais. En fin de matinée, afin de comprendre la problématique liée à l'immigration clandestine, celui qui se dit pour une suspension du droit du sol à Mayotte s'est rendu au centre de rétention administrative. De quoi lui donner des idées quant aux solutions à mettre en place pour freiner le flux migratoire. D'abord, je voudrais saluer les fonctionnaires de l'État qui font un travail remarquable pour contrôler l'immigration clandestine. Et ici, il y a un établissement de grande qualité, très accueillant, dans des conditions de dignité exceptionnelles. Je ne pense pas qu'il y ait un pays au monde qui traite aussi bien les clandestins. La vraie question, c'est bien sûr de renforcer les moyens pour qu'il n'y ait pas de nombreux clandestins qui échappent au contrôle. Et c'est là où je suis venu voir, pour voir les moyens qui manquent, notamment radars, drones, pour enfin cesser cette immigration clandestine démesurée. Le problème de l'immigration, il est dans les conditions de vie aux Comores. Et il faut, je serai le président qui entame un dialogue musclé avec les Comores, parce que ça suffit. On ne peut pas continuer éternellement à maltraiter un peuple et après à le voir partir. Donc il faut qu'il y ait une coopération avec les Comores et puis il faut que l'État, la France, fasse respecter l'ordre. Dans quelques heures, Nicolas Dupont-Aignan s'envolera pour l'île Bourbon. Quant à savoir si son discours et son programme ont convaincu la population, réponse le 23 avril prochain, lors du premier tour de l'élection présidentielle. En politique toujours, ce nouveau rebondissement au sein de la gauche départementale et cette décision plutôt surprenante. Soutien de Manuel Valls aux primaires citoyennes, les cofondateurs du parti NEMA, Sarah Moussoun et Saïd Omar Ouali, ont annoncé leur ralliement au candidat du mouvement En Marche, Emmanuel Macron. Un retournement incompréhensible pour la section locale du Parti socialiste. Après l'Hexagone, la touche Macron semble désormais faire son effet en Outre-mer et à Mayotte. Leslie Vimenet. Le grand mariage promis par la gauche bat déjà de l'aile tant au niveau national qu'au niveau local. Après le ralliement de Sarah Moussoun et Saïd Omar Ouali à Emmanuel Macron, la famille socialiste départementale ne décolère pas. Je suis vraiment indigné par cette position de ce qu'on considérait comme camarades, Sarah Moussoun et Saïd Omar Ouali. D'autant plus que ce que je ne comprends pas le plus, c'est que Sarah Moussoun, de loin, a participé beaucoup aux primaires qu'il y a eu ici à Mayotte, qu'on a organisées ensemble pour choisir le candidat de la gauche aux élections présidentielles. Donc, je suis surpris parce que logiquement, après les primaires, la charte, la convention des primaires voudrait que l'on soutienne celui qui a été choisi par le Français. Même si le candidat que nous avons soutenu n'a pas été retenu, mais la logique de la primaire voudrait qu'on soutienne M. Hamon. Valls l'a martelé, il l'a dit plusieurs reprises, restons unis. Ça veut dire quoi pour lui, restons unis? Je n'ai pas compris aujourd'hui la position qu'il a radicalement prise pour aller soutenir Macron. Dans le camp du NEMA, le choix est complètement réfléchi et assumé. C'est un choix qui a été mûrement réfléchi et je n'ai pas pris cette décision toute seule avec une équipe avec qui je travaille depuis très longtemps, notamment le président Saïd Omar Ouali du NEMA. Lorsqu'on réfléchit et quand on regarde certains propos qui ont été tenus par le candidat de la primaire aujourd'hui, M. Hamon, qui remet en cause le quinquennat de François Hollande, moi déjà ça ne m'a pas donné envie de le soutenir dans l'immédiat. Moi je suis une femme de gauche, à ma connaissance Macron a aussi été dans le gouvernement de François Hollande, il a été le ministre des Finances et de l'Économie, donc je ne suis pas allée soutenir un candidat de droite ni de l'extrême droite. Et le seul candidat aujourd'hui qui peut faire face à la montée qu'on est en train de constater aujourd'hui de Marine Le Pen ne peut être que Macron. Pour Jacques Martial Henry, soutien de la première heure d'Emmanuel Macron à Mayotte, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour mettre le département en marche. Sarah Moussoun, c'est une femme très dynamique, respectable, une femme de conviction, une femme très dévouée au développement de Mayotte, que ce soit sur le plan économique, culturel, sportif. C'est une femme qui a joué un rôle très important
à Mayotte. Donc pour moi, travailler avec Mme Sarah Mossoun, qui est l'actuelle conseillère économique et sociale de Mayotte, pour faire une proposition nette et claire dans l'intérêt de la population de Mayotte et de l'évolution de notre jeune département à Emmanuel Macron, je crois que c'est une très bonne chose. Les politiques locaux n'auront donc pas résisté longtemps aux sirènes d'Emmanuel Macron. La machine Macron est désormais bien en marche dans le 101e département. Emmanuel Macron, justement, bientôt à visite à Mayotte. Le président du mouvement En Marche devrait être dans le département le mois prochain. C'est à ce titre que Max Dubois, coordinateur du parti chargé des Outre-mer, est arrivé ce lundi sur le territoire. Une visite marathon de 3 jours pour préparer le terrain du candidat Macron. On écoute à ce sujet la nouvelle référente départementale du mouvement En Marche, Sarah Mossoun. C'est la première fois que nous avons un candidat qui se présente au présidentiel qui vient au devant des Mahorais pour préparer son programme. Parce qu'il ne voudrait pas que demain, lorsqu'il publiera son programme, que Mayotte soit oubliée. Des personnalités de la société civile, le monde économique, que ce soit au niveau des petites et moyennes entreprises, du bâtiment. J'essaie de prendre contact avec les agriculteurs, certains syndicats, notamment des enseignants, de la police. J'espère qu'ils vont pouvoir répondre présent. Je lance ce message qu'ils peuvent prendre attache avec moi, ce serait très important. Nous allons rencontrer les caddies, nous allons rencontrer les femmes leaders, nous allons rencontrer, je vous dis, toute la panoplie qui forme la société ici à Mayotte. Le feuilleton du déchirement continue pour l'intercommunalité du Nord. Malgré un appel au rassemblement du maire de Koungou vendredi dernier dans notre plateau lors de la matinale, le message n'aura pas été entendu par ses confrères. Ce lundi, Hassani Bamkolo a bien réuni un conseil pour de nouveau élire un président et constituer un bureau. L'enjeu est crucial pour cette intercommunalité, débloquer les subventions accordées par l'État, actuellement entre les mains de la préfecture. Une fois de plus, le quorum n'aura pas été atteint. Les maires de Bandrabois, Akwa et Msamboro ont de nouveau fait front commun et boycotté la réunion du jour. Le récit avec Pierre Bellucci, Leslie Vimené et Abbas Alidi. Les choses ne s'arrangent pas du côté de l'intercommunalité du Nord. En effet, alors que ce matin, le maire de Koungou, Hassani Bamkolo Sindou, avait convoqué un conseil, seuls ses conseillers communautaires se sont rendus sur place. Il y a 4 communes. Il y a la commune de Koungou, commune de Bandabois, Nsambaro et Akwa. Et jusqu'à maintenant, à ma connaissance, il n'y a que seule commune de Koungou qui a procédé aux délibérations des délégués, à ma connaissance, et que les 4 communes, jusqu'à maintenant, n'ont pas encore délibéré leur communauté. Les 3 autres maires n'ont en effet pas désigné leurs élus communautaires. Par ailleurs, ils affirment que le premier édile de Koungou n'a aucune légitimité pour convoquer des élections. Le droit en revenant au maire de la commune où se trouve le siège de l'intercommunalité, à savoir Bandrabois. Faute de quorum atteint, la réunion du jour a donc été ajournée. Comme le quorum n'a pas été atteint, la réunion a été ajournée pour une date ultérieure. Tout le monde a été mis au courant. Les 4 communes ont été mises au courant de la date d'aujourd'hui, mais malheureusement, ils ne sont pas venus. C'est vraiment très dommage. Ces absences étaient attendues et proviennent d'un imbroglio né dès la création de l'Interco le 31 décembre 2015. En effet, les 3 maires du Nord accusent Hassani Bamkolo Sindou de vouloir devenir président coûte que coûte, prétextant pour ce faire qu'en raison du nombre très important d'administrés dans sa commune, les conseillers communautaires de Koungou doivent être 18, soit autant que ceux des 3 autres communes réunies. Si je comprends bien, chaque maire veut que la présidence soit dans sa commune. Et que normalement, ça ne doit pas être comme ça. Il faut que tout le monde se rassemble ensemble et qu'il trouve un moyen pour que les communes sortent de difficultés. Moi, je sais très bien que les communes concernées doivent être très vigilants à ce que nous allons faire. Parce qu'on a perdu beaucoup de temps, on a porté beaucoup de budget depuis. Et que maintenant, il faut que les communes se trouvent ensemble et fassent quelque chose qui en profite les gens de la commune. Le conseil du jour représente donc un coup d'épée dans l'eau. Les 3 autres maires ayant qui plus est appelé à une dissolution de l'intercommunalité du Nord dans les plus brefs délais. Même si en attendant, ce sont à nouveau les subventions de l'État qui risquent de s'envoler définitivement. Pierre Bellucci nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Pierre Bellucci.
Bonsoir Sony, bonsoir à tous. Rédacteur en chef du journal KTV, alors malgré la bonne volonté du maire de Koungou justement de réunir les 4 municipalités, ça bloque une fois de plus du côté de l'intercommunalité du Nord. Oui, de toute façon c'était attendu, on en avait déjà parlé la semaine passée. On savait qu'ils ne viendraient pas, ils avaient dit qu'ils boycotteraient pour la simple et bonne raison qu'ils considèrent que ce n'est pas légitime cette convocation, puisque ce n'est pas à lui de convoquer. Alors lui il l'a fait parce qu'il estime que maintenant il faut avancer, et qu'en faisant ça, et c'était l'objectif surtout, c'est qu'effectivement il savait que le quorum ne serait pas atteint. Par contre, il sait que lors du prochain conseil qui sera convoqué, il n'y aura plus besoin de quorum. Donc effectivement, il y aura un président qui sera probablement élu. S'en suivra des recours au tribunal administratif, des décisions de justice à n'en plus finir, et une situation qui au final ne va pas avancer, des dotations de l'État qui vont s'envoler, et puis une intercommunalité du Nord qui ne fonctionnera pas avant probablement, espérons-le, 2018. Donc voilà, on est toujours dans la même situation, c'est terrible. C'est terrible parce que ces intercommunalités, elles ont quand même vocation à développer les communes du Nord et toutes les autres, toutes celles qui, on sait que l'Académa par exemple fonctionne plutôt bien. On sait qu'effectivement Petite Terre, ça fait déjà très longtemps que c'est en place, que ça fonctionne aussi très très bien. On sait qu'au niveau du centre, ça fonctionne bien. Par contre, dans le sud, ça a été vraiment très chaotique, avec effectivement, là encore, des recours devant le tribunal administratif, des décisions qui sont encore à l'examen. Donc voilà, on se dirige vers la même chose dans le nord, et c'est quand même assez dramatique. Est-ce que justement le divorce entre les 4 communes est inévitable dans le nord ? Oui, de toute façon, c'est vrai que c'est la base qui a été mal pensée, puisque finalement, ils auraient pu s'imaginer et s'accorder sur cette problématique, puisque finalement, ils savaient qu'ils allaient en arriver là. Donc on s'étonne, puisque ça a été validé par le préfet, c'est-à-dire le nombre de conseillers communautaires. Il y en a 18 pour Koungou, 18 sur les 3 autres communes. Donc on s'attendait finalement à ça. Et pourquoi ils ne se sont pas attendus avant ? Pourquoi depuis le 31 décembre 2015 on est toujours à ce statu quo, on ne sait pas. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il va vraiment falloir, on devrait recevoir très très prochainement l'un des maires des 3 autres communes qui va venir s'expliquer et nous répéter probablement qu'il souhaite une dissolution de l'intercommunalité du Nord. Voilà, mais en attendant, c'est vrai que c'est quand même une situation qui est très très compliquée. C'est la population qui en pâtit. Dernière question justement, les otages justement de cet imbroglio entre les communalités, c'est bien les administrés. Ah ouais, oui, alors c'est aussi ce qui est assez paradoxal dans cette affaire, c'est que d'un côté comme de l'autre, on explique que justement c'est pour la population qu'on fait ça. Les 3 maires expliquent que si le président de Koungou est élu prochainement, il va favoriser sa commune. Les autres expliquent que pour le bien justement de leurs administrés, ils souhaitent que les cartes soient distribuées différemment. En tout cas, le fait est que finalement, si on regarde bien, ce sont tous les administrés de ces 4 communes qui en pâtissent et qui risquent de voir l'intercommunalité être installée peut-être l'année prochaine ou peut-être une dissolution, mais ça voudrait dire redistribuer toutes les cartes, c'est-à-dire recommencer les intercommunalités. Ça semble impossible. Donc on va voir, on va suivre de très près, mais c'est très mal annoncé et ce sont des milliers, de millions même d'euros qui s'envolent. Merci Pierre Bellucci, rédacteur en chef de KTV. Merci d'être avec nous, à suivre dans votre journal du football. Et cette première sensation de la saison 2017, la victoire de l'UCS Sada contre Dzoumogné lors de la Supercoupe de Mayotte. Mais avant, état des lieux de l'actualité mahoraise de ce lundi 13 février. En bref, avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Il y a quelques mois, les caméras de vidéosurveillance d'une personne en fauteuil roulant, vivant dans le centre de l'île, avaient pu filmer un violent cambriolage. Plusieurs individus armés s'étaient introduits dans sa maison et n'avaient pas hésité à profiter de son handicap pour lui dérober ses effets personnels. En 2015, près de 400 cambriolages ont fait l'objet d'une plainte chaque mois à Mayotte. Et dans la nuit de vendredi à samedi, une vidéo similaire a pu être enregistrée et circule actuellement sur les réseaux sociaux. On y aperçoit 2 jeunes en train de cambrioler une habitation à Bambo Ouest. Depuis, les images ne cessent de tourner, afin notamment que l'entraide permette d'identifier les auteurs des faits. En effet, face à la délinquance et au fait de cambriolage qui ne cessent de se produire aux 4 coins de l'île, la population use de tous les moyens pour retrouver les coupables. Des coupables qui agissent bien souvent en toute impunité et ne reculent devant rien. Fin 2015, le syndicat SNUPP-FSU déposait plainte contre une inspectrice de l'éducation nationale qui aurait tenu des propos déplacés à l'encontre de la population locale. Depuis, l'affaire est passée devant la justice et jeudi, la décision en appel a été confirmée.
Le syndicat a ainsi été condamné à payer 19 000 € de dommages et intérêts pour plainte abusive. Face à cette décision de justice confirmée, le secrétaire départemental Rivo Malala Raconte-Audra Vélo vient de se fendre d'un communiqué afin notamment d'affirmer qu'un enregistrement contenant les propos tenus par l'inspectrice serait mis en ligne prochainement sur le site 976.snupp.fr. Selon le syndicat, les juges du tribunal supérieur d'appel ont refusé d'étudier le fond du dossier. Visiblement très remonté, il conclut ainsi en ces termes : nos éminences ont donc compris qu'ils peuvent continuer à nous vomir dessus impunément, mais ce n'est pas les amendes ou autres condamnations qui nous feront lâcher prise. Si depuis quelques semaines, la compagnie Eurostral ne cesse de faire des annonces concernant de nouvelles destinations à des prix réduits, elle tient également à parfaire son image. À ce titre, vendredi dernier, la compagnie a dévoilé le nouvel uniforme de son personnel. Selon la direction, sobriété, élégance, modernité, mais aussi originalité ont été les axes forts inscrits en fil rouge de la mise en œuvre de cette nouvelle création. Le gris basalte et partouche, le corail des fonds marins ou encore la lave incandescente de l'île de la Réunion sont à la base des inspirations pour la fabrication des 50 pièces composant l'uniforme du personnel vol et sol. Un uniforme qui aura fait l'objet d'un travail de plus de 2 ans avant d'être officiellement présenté au grand public. En football, c'est sans doute la première sensation de l'année 2017. L'UCS Sada, vainqueur de la Coupe de Mayotte, de la Super Coupe de Mayotte, remporte son duel face au champion anti de Foudre 2000 de Dzoumogné lors de la Super Coupe départementale samedi dernier. Une division sépare les deux équipes et la bonne étoile était bien du côté du petit poussé. Le score est net et sans bavure pour les Sadois, 4-1. L'occasion de lancer des plus belles cette nouvelle saison de football local. Nos invités du jour sont avec nous, cette super coupe justement de Mayotte et avec l'entraîneur de l'UCS Sada, son vainqueur. Alors avant de rejoindre notre invité, quand David écrase Goliath au stade de Chiconi, c'est en image avec 2 Nzena Studio. Au commentaire, Sophie Huvet. La saison 2007 est lancée avec la finale de la Super Coupe au stade départemental de Chiconi. Samedi, se sont affrontés UCS Sada, vainqueur de la Coupe de Mayotte, et Foudre 2000 de Dzoumogné, champion de Mayotte 2016. Dès le début du match, Dzoumogné prend l'avantage et se procure rapidement des occasions sans réussir à concrétiser. Sada résiste face à un Mara, capitaine de Foudre 2000, qui maintient son équipe en attaque permanente. Pelé, capitaine des Verts, donnera la première occasion à Sada, qui finira directement dans le filet. « 1-0 pour Sada à cette première mi-temps. En seconde mi-temps, Sada ne lâchera rien et se créera d'autres occasions qui finiront par payer. 2-0 pour Sada, laissant Dzoumogné en très grande difficulté. L'équipe du Nord sauvera l'honneur dans la dernière partie du match en marquant un but grâce à son capitaine Mara. Ce sera insuffisant pour remporter cette super coupe, d'autant que les Verts marqueront encore 2 autres buts, dont le 4e en toute fin de match sur coup franc. On a manqué de réalisme. C'est nous qui avons eu le ballon, on l'a tourné, mais après on n'a pas été efficace à chaque fois qu'on était devant le but adverse. Et surtout, à chaque fois on se fait contrer et défensivement on était trop fragile. On prenait trop de buts facilement. On a gagné un trophée, on a toujours envie d'aller chercher un autre. Donc aujourd'hui, on savait que Dzoumogné c'est un grand calibre, mais l'UCS Sada a montré encore une fois que peut-être il devait jouer un peu plus haut. Mais pas que en DHT. Donc je pense que les garçons on a travaillé dur parce que jouer contre une équipe de Dzoumogné, je pense que ça excite le joueur, ça donne envie de jouer ce genre de match. Donc c'est cette solidarité, cette envie d'aller chercher quelque chose qui a permis aussi aujourd'hui d'aller de jouer, de gagner ce match avec la manière 4-1 avec Foudre. Je pense qu'il fallait pas trop rêver. Le triplé de Pelé a amené UCS Sada jusqu'à la victoire de la Super Coupe 2017. Une belle entrée en matière pour les joueurs sadois qui débuteront comme toutes les autres équipes samedi prochain, le premier tour des matchs de Coupe de France.
Et place à nos invités du jour, la Super Coupe départementale de Mayotte et son vainqueur, l'entraîneur de l'UCS Sada. J'ai oublié le nom, excusez-moi. Siaka Siadi Angossou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle folle soirée tout d'abord. Écoutez, certes, tout le monde se posait la question concernant l'UCS Sada face à Djoumouni, mais nous, on le savait déjà. On savait déjà le potentiel de Djoumouni et nous aussi, on n'a pas lâché l'affaire de dire non, Djoumouni est très costaud. On savait que c'est un seul match pour ramener un trophée à la maison. Donc, c'était notre motivation. Et on a proposé aussi notre stratégie parce qu'on savait que pour avoir le ballon, ça va être très difficile, mais il faut utiliser les opportunités rapidement. Donc c'est ça ce qu'on a fait. On a respecté les consignes de bloc et dès qu'on l'a, les opportunités, on les a profitées. Donc voilà. Est-ce que vous vous attendez à un tel résultat face aux champions en titre de Mayotte tout de même? Écoutez, l'année dernière, au mois de novembre, on a joué avec un DHT en finale, un DH pardon. On s'est dit on peut marquer plus de buts parce qu'on a vu notre championnat en DHT, on marquait beaucoup de buts et on s'est dit on peut marquer sur n'importe qui. Donc on l'a montré encore une fois en Coupe de Mayotte et hier en Super Coupe qu'on a un potentiel devant. Et vous, de votre banc de coach, comment vous l'avez vécu cette finale? Alors c'était en plus ma première en Super Coupe. Donc, je pense que la priorité que j'avais sur ma tête, c'est voir mes joueurs prendre du plaisir sur le terrain, devant leurs supporters et devant tous les Mahorais, parce que c'était le premier match officiel. Et l'organisation aussi, parce qu'il faut aussi ne pas oublier l'organisation de la Ligue et le FC Chikoni qui nous a permis, qui a permis les Mahorais justement d'arriver au stade devant cette finale. Donc quand on a vu tout ce monde-là, je pense qu'il y avait la chair de poule pour dire écoutez, c'est pas, si il faut perdre le match, c'est pas aujourd'hui. Donc je pense que dès le début de match jusqu'à la fin, j'étais tranquille, serein, parce que quand je regardais mes joueurs sur les yeux, je savais qu'ils allaient faire le boulot. Alors le public, nombreux également, le 12e homme, est-ce que ça a été un facteur déterminant d'avoir? Exactement, on a la chance d'avoir le supporter qui nous suit partout parce que quand on regarde hier, on a vu beaucoup de vert qu'autre couleur. Donc je peux dire aussi que grâce à nos supporters, ça donne envie de faire quelque chose toujours d'intéressant et mieux et faire gagner. Alors je rappelle une division d'écart entre les deux équipes. Vous allez évoluer cette saison en division honneur territoriale. L'objectif très clairement cette saison, évoluer dans la cour des grands. Exactement, on a eu déjà, depuis la descente, ça fait déjà 2 saisons. Et on a essayé de faire le maximum possible pour y arriver, malheureusement. Donc cette année, ça sera l'objectif prioritaire, c'est la montée. Prioritaire parce qu'en plus, la Ligue nous a accordé 3 places. Malheureusement, en fait, la Ligue n'a pas décidé depuis l'année dernière, sinon on aurait dû être cette année. Mais on va profiter encore de cette 3e place qui est mise en place pour profiter d'exister là-dessus. Mais vraiment, ça sera une grosse, comment dirais-je, motivation cette année d'aller en DH l'année prochaine. Merci Saïd Angossou Siaka, la mémoire m'est revenue cette fois-ci, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous restez avec nous, bien évidemment, il y aura Casport avec Khaled. Merci à vous de nous avoir suivis, fin de ce journal. Merci. Je vous laisse avec toute l'équipe de Khaled pour cette émission sportive Casport qui reviendra bien évidemment sur cette victoire sadoise. Demain, retrouvez dès 6h l'équipe de la matinale. Quant à moi, je vous retrouve à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Excellente soirée à tous. Bon, ça va, c'est...